toutes et à tous. Je ne sais pas s'il y a des hommes inscrits. Je suis Juliette Levent, secrétaire de l'URPS Sage-Femme et donc je me charge de faire l'introduction, webinaire qui a été organisé suite à un premier webinaire qui avait été organisé dans le cadre du mois sans tabac. Donc il avait été, évoqué le désir d'aller plus loin et d'organiser d'autres temps forts, pour la prise en charge des femmes tabagiques. On a donc fait appel à la SRAE, structure régionale d'appui et d'expertise, si je ne me trompe pas, en addictologie, voilà, pour le webinaire de ce soir. Juste pour rappel, l'URPS, donc l'Union régionale des professionnels de santé, est une instance, représentant les professionnels de santé libéraux et il met en place le déploiement de projets, de santé publique au sein de la région. Donc merci à Fabienne You, d'être notre intervenante ce soir et je vous propose de présenter la SRAE Addictologie. Ok. Donc, Fabienne You, effectivement, je travaille en tant qu'infirmière tabacologue sur la SRAE Addictologie. Donc, c'est une structure régionale d'appui et d'expertise qui va contribuer à la lisibilité du parcours en fait des patients. C'est pas un réseau qui prend en charge les patients, mais plutôt qui est finalement soutient la montée en compétences, l'harmonisation des pratiques des professionnels de l'addicto et de ses partenaires. Donc moi j'ai commencé à m'occuper du facteur tabac, un facteur de risque important en cardiologie puisque je travaillais en rééducation cardiovasculaire dans les années 2003. J'ai donc passé un diplôme universitaire de tabacologie dans ce sens-là, hein, pour prendre en charge les patients atteints de pathologies cardiovasculaires. Et donc, c'était le début aussi de l'éducation thérapeutique. Donc, on faisait de l'éducation thérapeutique de groupe et puis des consultations individuelles. J'ai ensuite quitté ce petit CH de Maubreuil, qui s'appelait à l'époque à Carquefou, qui n'existe plus. Voilà. Et puis j'ai intégré le CHU de Nantes et j'ai été coordinatrice de l'unité de tabacologie pendant quelques années avant d'intégrer la SRAE Addictologie des Pays de la Loire. Voilà pour moi. Alors, quelques petites précautions juste pour vous, si vous pouviez, voilà, mais je vois que c'est déjà fait pour nombre d'entre vous, fermez vos micros ou au moins fermez les téléphones portables. Bien sûr, s'il y a des questions, c'est ce que je proposais, vous pouvez les envoyer au chat et puis dans le chat. Et puis de toute façon, je fais un petit point à chaque étape du PowerPoint, hein, de mon support pour voir avec vous s'il y a des questions auxquelles je peux répondre. Je ne pourrais peut-être pas répondre à toutes les questions, mais en tout cas, j'essaierai. Et je pense que voilà, on va pouvoir démarrer. Oui, juste, petite précision, Fabienne, excusez-moi, Ouais. j'ai oublié de préciser que, le webinaire était enregistré. Enfin, peut-être tout le monde a déjà reçu la petite notification comme quoi c'était en cours, mais voilà, soyez pas, surpris, surprises. Bien, donc nos objectifs ce soir, ce serait un petit peu quand même de vous donner quelques éléments pour vous sentir peut-être un peu plus légitime pour repérer une consommation de tabac, de vous approprier les notions d'addiction au tabac, les principes de l'intervention brève, revoir la posture professionnelle qui facilite le dialogue et puis proposer un sevrage tabagique. On va donc regarder d'un petit peu plus près l'épidémiologie, les principaux bénéfices à l'arrêt du tabac chez la femme et en périnatalité, les 3 dépendances au tabac, l'intervention brève, les outils validés de repérage en tabacologie, un exemple de trame d'intervention de repérage précoce et d'intervention brève, les postures qui facilitent le dialogue et la motivation, recensement des outils d'aide au sevrage tabagique et les dispositifs existants pour l'aide au sevrage tabagique.
Donc, se sentir légitime pour repérer une consommation de tabac, je vous pose cette question, donc vous répondrez dans votre tête. Là, c'est plus voir un petit peu ce que vous pensez. En France, la prévalence du tabagisme quotidien parmi les 18-75 ans est de 30%. Donc là, je parle hommes-femmes. Prévalence du tabagisme quotidien des adultes est de 30%. D'après vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, je ne vais pas durer le suspense très longtemps. C'est faux. En 2020, il est de 25,5. Donc, 29% chez les hommes et 22% chez les femmes. Et on constate en 2016 qu'il était de 29,4 pour les fumeurs, vraiment, mais quotidiens. Hein, je parle régulier, quotidien. Donc, 33 chez les hommes et 26 chez les femmes. Donc, voilà, une belle amélioration de la prise en charge, puisqu'il y a quand même moins de fumeurs maintenant en 2020. En France, le tabac est responsable du décès de 10 000 femmes par an. D'après vous, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, la réponse, c'est faux. Le tabac, d'une manière générale, est responsable de 75 à 78 000 morts par an. On retrouve ces deux chiffres dans la littérature. Responsable du décès de 20 000 femmes par an en France. C'est donc 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Le premier facteur de risque, tabac, évitable de cancer, hein, impliqué dans 17 types de cancers différents. On va voir ça un petit peu plus tard. Les BPCO, hein, bronchopneumopathie chronique obstructive, qui mènent à terme au décès par insuffisance respiratoire chez les femmes, ont doublé. Et les hospitalisations pour IDM, infarctus du myocarde, ont augmenté de 5% par an entre 2005 et 2014 chez les femmes jeunes, 45-54 ans. Alors, ce graphique, pour vous montrer qu'effectivement, dans les années 80-90, là, on voit, alors en vert, hein, le tabagisme des femmes, occasionnel ou régulier. Hein, donc là, on a mélangé les deux. Depuis 1974, on voit son évolution. Vous voyez quand même une nette baisse, et notamment, surtout depuis 2016, où on voit le tabagisme baisser de façon assez régulière, même si après le Covid, là, il y a eu une petite remontée, mais c'est assez stable. Donc voilà, les conséquences du tabagisme se voient finalement 20 à 30 ans après avoir commencé à fumer. C'est pour ça que je trouvais que cette slide était intéressante. On a donc ces répercussions du tabagisme maintenant, et on ne va plus parler spécifiquement là des femmes. Alors, chez la femme enceinte, au national, on a là la proportion des femmes qui déclarent une consommation de tabac au 3e trimestre de grossesse qui est en diminution. Ça, c'est une bonne nouvelle, et c'est une nouvelle tout à fait récente, puisque c'est l'enquête Périnate 2021 qui nous révèle que en 2016, on avait 16,3 et là, en 2021, 12,2% de femmes qui fumaient au 3e trimestre de grossesse, donc en diminution. Entre 20 et 25% des femmes enceintes fument. Ça concerne les plus jeunes et les moins diplômés. Donc effectivement, une différence aussi au niveau social. Hein. 80% des fumeuses qui arrêtent pendant la grossesse le font au 1er trimestre. D'où aussi l'importance de repérer finalement le plus tôt possible. Repérer, on verra, hein, c'est questionné. 84,7% de celles qui avaient arrêté de fumer ont recommencé après l'accouchement, avec effectivement comme motivation principale, hein, cette grossesse, le bébé, puis après l'accouchement, voilà, une reprise de la consommation pour nombreuses d'entre elles. 63% des femmes enceintes déclarent avoir été informées par le médecin ou une sage-femme des risques de la consommation de tabac durant leur suivi de grossesse. Ça, ce sont des chiffres du baromètre de Santé publique France de 2017, donc c'est récent. 63%, donc on peut encore améliorer. Et une fumeuse enceinte sur 5 a reçu le conseil d'arrêt totalement par le médecin ou la sage-femme qui suit la grossesse. Une autre question, en Pays de la Loire, en 15 ans, les traitements nicotiniques de substitution sont majoritairement prescrits
par les médecins généralistes. D'après vous, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous donne la réponse, c'est vrai, avec effectivement 84% des médecins généralistes qui prescrivent. Vous voyez, les sages-femmes, vous êtes à 59%. Donc là, en Pays de la Loire, on a ensuite les spécialistes cardio, les pneumos et les psychiatres qui sont à 37% seulement. Voilà. Donc encore du travail à faire. Effectivement, à la loi de 2016, modernisation de notre système de santé qui a donné donc le droit de prescription élargi aux sages-femmes à l'entourage, mais aux infirmières, aux masseurs kinés, aux chirurgiens dentistes, aux médecins du travail. Voilà, c'était une belle avancée, sauf que ces personnes-là ne sont pas forcément formées. En formation initiale, ce n'est pas toujours abordé. Et dans la formation continue, mais ça commence à venir quand même, mais il y a encore du travail à faire de ce côté-là. En Pays de la Loire, toujours en 15 ans, la mortalité par cancer du poumon chez la femme a augmenté de plus de 80%. Est-ce que vous pensez que c'est un chiffre erroné ou est-ce que c'est vrai? Donc oui, c'est vrai. Entre 2001 et 2016, la mortalité par cancer du poumon a augmenté de 84% chez les femmes, alors qu'elle a vraiment diminué chez l'homme. Nous ne sommes pas égaux. Principaux bénéfices à l'arrêt du tabac en périnatalité. Donc là, est-ce qu'il y a des questions déjà sur cette épidémiologie? Donc, je continue. Principaux bénéfices à l'arrêt du tabac en périnatalité, donc d'abord chez la femme, c'est pas tant qu'il faille dans un entretien dérouler la liste des nombreux liens entre tabac et pathologie, c'est pas le but, mais ce serait finalement plutôt parler en termes de bénéfices et puis surtout s'adresser à la personne sur soit des signes cliniques, biologiques ou ce qui la préoccupe en tout cas, ou en tout cas ce qui la concerne, voilà, plus exactement. Donc, arrêter de fumer, c'est diminuer les risques de développer un diabète de type 2. On voit qu'il y a un risque relatif 2 à 3 fois plus élevé que par rapport aux non-fumeurs. AVC chez les sujets jeunes, moins de 55 ans, avec des thromboses veineuses qui sont multipliées par 10, et donc un risque plus important. Ça, je pense que vous le savez bien, sous contraception à base d'œstrogène, et donc la contraception œstroprogestative qui est contre-indiquée chez la fumeuse qui a plus de 35 ans. Diminuer le risque d'angor, d'infarctus. Ce risque chez les fumeuses, il est là encore 1,7 à 4 fois plus important par rapport aux non-fumeuses. L'arythmie, l'artérite, les infections bronchiques, alors là, rhume, grippe, pneumonie, tuberculose. Je n'ai pas noté Covid, mais on pourrait marquer Covid, qui est une source de complications, et donc une réponse immunitaire diminuée, et donc voilà ce qui explique ces majorations d'infection. La BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, et donc 90% des BPCO sont liés au tabac. Les cancers. Alors, cancer, effectivement, on pense tout de suite cancer du poumon. Là encore, un cancer sur 8 ou 9, vraiment, 8 ou 9 cancers sont liés au tabac, au cancer du poumon. Cancer du sein, c'est peut-être un peu moins connu chez les femmes. Et donc, 17% seraient attribuables au tabac et notamment un peu plus, la 25,6 quand même, quand ce cancer du sein apparaît avant 50 ans. On fait le lien aussi avec les cancers des ovaires, le col de l'utérus, bien sûr, les voies aériennes supérieures, l'œsophage. En tout, on note 17 localisations en lien avec le tabac. Voilà. Diminuer les risques de vieillissement de la peau. Voilà, c'est vrai que l'aggravation de l'acné, donc ça peut être
des arguments motivationnels finalement pour certaines personnes. Je pense les jeunes aussi, l'aggravation de l'acné, maladie bucco-dentaire, parodontale, hein, avec un odds ratio à 5,7, des complications respiratoires au décours d'actes effectués sous anesthésie générale. Peut-être ça c'est moins connu aussi. Et puis un retard de cicatrisation cutanée post-opératoire, complications infectieuses lors de chirurgie. Donc voilà, hein, on expliquera peut-être aussi un petit peu après les mécanismes, mais en tout cas, c'est peut-être des choses un peu moins connues. Et donc la bonne nouvelle quand même, c'est que l'arrêt préopératoire du tabac a un effet vraiment bénéfique sur le processus de cicatrisation post-opératoire. Et donc l'arrêt 6 à 8 semaines avant, poursuivi l'idéal, hein, 3 semaines à 3 mois après l'intervention, fait complètement disparaître le surrisque lié au tabagisme. Donc ça, c'est quelque chose à garder. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Et là encore, on va plutôt essayer de voir les sources de motivation à l'arrêt du tabac. En périnatalité, donc ce serait mettre toutes les chances de son côté pour un projet de grossesse. Alors chez les hommes, hein, le tabagisme responsable de dysfonction érectile, l'altération de la qualité, la quantité et la mobilité des spermatozoïdes, des répercussions sur la qualité nucléaire également. Chez les femmes, donc ces perturbations des cycles hormonaux, hein, dans la fumée du tabac, il y a des perturbateurs endocriniens, la diminution de la sécrétion d'œstrogènes, la diminution de la sécrétion de prolactine, diminution donc de la fertilité avec un odds ratio 1,7, avec une consommation supérieure à 10 cigarettes par jour. Des réussites de fécondation in vitro vraiment 3 fois inférieures et un avancement de l'âge de la ménopause jusqu'à 4 ans et on dit 2 ans en moyenne. Voilà. Le risque de vaginose augmenté quand on sait effectivement que la vaginose est responsable aussi d'infections au niveau de l'endomètre, de l'inflammation, etc. Donc, quelque chose d'important à avoir en tête. Alors, éviter des grossesses à risque et des complications, et ce sont des risques dose dépendants. Donc, on a les ruptures prématurées des membranes avec un risque relatif de 2 à 3, le monoxyde de carbone entraînant une hypoxie, et puis ajouter à ça le shoot de nicotine, hein, quand la patiente fume, effectivement, la nicotine va venir très rapidement au cerveau, et donc rien à voir avec la substitution nicotinique, mais donc ce shoot de nicotine qui va être responsable de vasoconstriction et donc d'activation des contractions utérines notamment. Des grossesses extra-utérines avec l'altération de la structure des trompes, avec là aussi un dose dépendant, même si je sais qu'on n'est pas très favorable à mettre dose dépendant, les études montrent qu'effectivement, hein, c'est multiplié par 3 quand on a une consommation supérieure à 10 cigarettes par jour, et ça peut aller jusqu'à 5, multiplié par 5 avec une consommation qui serait supérieure à 30 cigarettes par jour. Des fausses couches spontanées avec un risque relatif, là encore, de 1,5 à 3. Donc là, c'est les substances abortives, hein, qui sont dans la fumée du tabac, qui ont une action sur la vascularisation endothéliale avec une nidation plus difficile, des ovocytes de moindre qualité. Des hématomes rétroplacentaires, là encore, un risque multiplié par 1,5. On note des abcès du sein avec un odds ratio à 8. L'insertion basse du placenta, un risque relatif, c'est pareil, entre 2 et 3, et des accouchements bien sûr prématurés avec un risque relatif qui va aller jusqu'à 2. Donc ça, c'est pour la grossesse. Et puis, on pourrait dire, voilà, favoriser le développement optimal du bébé. Là encore, des risques dose dépendants avec, quand on fume, hein, une fréquence cardiaque de 10%, augmentée de 10%, 10 minutes après la cigarette et pendant 25 minutes, hein, avec une augmentation de la vasoconstriction. Donc là, des diminutions des mouvements fœtaux, une diminution du rythme respiratoire et de la croissance pulmonaire.
Donc, une prématurité induite par la fréquence augmentée des accidents obstétricaux, une augmentation des risques de malformations cardiaques avec la fumée du tabac, une augmentation du risque de mort in utero à 7,5%, retard de croissance intra-utérin avec un risque relatif de 2 à 3 et qui concerne la taille, le poids, c'est la masse musculaire, ce n'est pas la masse grasse, et le périmètre crânien. Des conséquences également sur le nouveau-né, ce serait le préserver d'un éventuel symptôme de sevrage. Le symptôme de sevrage qui se manifeste la plupart du temps par des pleurs aigus, l'irritabilité, des troubles du sommeil, une insécurité, donc voilà, parfois de la fièvre, une hypertonie, des selles liquides. L'apparition de ce symptôme de sevrage, c'est 24 à 48 heures et jusqu'à 5 jours, en fait, ça varie vraiment en fonction de l'importance de l'exposition et de l'imprégnation tabagique anténatale. Elle peut atteindre son intensité maximale à des moments différents, donc ça, c'est sûr qu'il faut prévenir aussi la maman et coucouner le bébé. Enfant, préserver sa santé, parce que là encore, une augmentation du risque de mort inattendue du nourrisson. Et là, c'est un risque 3 à 4 fois plus élevé. Une augmentation de l'altération du contrôle métabolique, là, le risque de diabète de type 2, on le retrouve encore. Et puis un risque d'obésité, de surpoids à l'âge adulte, lié à la consommation de tabac. Répercussions sur le système nerveux central, on voit maintenant c'est connu, l'hyperactivité, des troubles de l'attention et un ralentissement du développement intellectuel des enfants. Une augmentation de l'altération de la réponse immunitaire, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vrai que la réponse immunitaire est diminuée avec forcément une augmentation des infections respiratoires basses, des troubles respiratoires type wheezing, asthme, des otites récidivantes, des risques de cancer avec leucémie, lymphome, rétinoblastome et tumeurs du cerveau. En ce qui concerne l'allaitement, donc ce serait éviter la diminution de production de lait maternel. Il y a une diminution du taux de prolactine, on a vu de 30 à 50%, c'est quand même énorme. Et chez les patients exposés au tabac, la fréquence des pathologies respiratoires est augmentée, mais de façon moindre lorsqu'ils sont allaités. Donc ça, c'est un argument aussi pour recommander l'allaitement. Et d'ailleurs, on voit que le CRAT recommande, durant l'allaitement, il est souhaitable d'éviter une imprégnation tabagique de l'enfant. Donc, c'est bien sûr diminuer au mieux arrêter, mais dans le cadre d'une réduction des risques, on va dire, on pourrait conseiller de ménager un espace sans fumée dans l'habitat et fumer juste après la tétée plutôt qu'avant ou pendant, et plutôt attendre 2 heures après la dernière cigarette pour remettre l'enfant au sein, du fait de la demi-vie qui est assez courte finalement de la nicotine. Donc l'élimination de la nicotine dans le lait maternel varie entre 60 et 90 minutes. Donc là encore, l'allaitement peut être une motivation et donc peut contribuer au maintien de l'abstinence, l'éviction du tabagisme et au moins du tabagisme passif. Alors, les risques justement associés au tabagisme passif chez le fœtus et chez l'enfant, le retard de croissance intra-utérin, la prématurité, l'anomalie du rythme cardiaque, l'augmentation du mort subite chez le nourrisson. Donc, les conseils par rapport au cododo, et notamment si un des deux parents fume, mais bien expliquer que même si c'est en dehors de la chambre. Effectivement, tout ce qui est produits toxiques de la fumée de tabac va rester longtemps en fait sur les vêtements, dans les cheveux, etc. De la personne fumeuse. L'irritation de la sphère ORL et ophtalmique, l'augmentation de la fréquence des rhinopharyngites et des otites, l'augmentation de la fréquence des crises d'asthme, des infections respiratoires. On retrouve, de même que chez l'enfant qui a subi un tabagisme
de la maman et une augmentation des leucémies et des lymphomes. Et le plus fréquent, c'est la leucémie aiguë lymphoblastique. Voilà. Donc là, on est bien sur du tabagisme passif, c'est-à-dire que l'enfant subit la fumée du père ou de la mère. Du coup, on a des recommandations législatives vis-à-vis de la femme enceinte et la conférence de consensus qui date de 2004, c'est pas nouveau, qui mentionne que quel que soit le moment de la grossesse, les bénéfices à l'arrêt du tabac sont importants, aussi bien chez la maman que chez l'enfant. La prise de conscience que effectivement c'est un problème de santé publique et que cela nécessite une prise en charge spécifique de toutes les femmes enceintes, voire même les femmes avant d'être enceintes, ce serait encore plus bénéfique. Et donc, les femmes enceintes soumises bien sûr au tabagisme actif et passif et de leur futur enfant. Donc ça date de 2004 avec en 2012 une circulaire du 17 février 2012 avec des recommandations pour mettre en place pour le personnel des actions de formation relatives à la prévention, la prise en charge du tabagisme chez la femme enceinte. Une recommandation par rapport aux maternités qui devraient être un lieu de santé sans tabac. La prévention du tabagisme doit être une priorité basée sur une information adaptée relative aux risques que le tabac actif ou passif fait courir au fœtus et cette information doit être délivrée aussi bien à la mère qu'à leur conjoint, qu'à leur entourage. Les personnels des maternités, notamment les sages-femmes, sont les mieux placés pour motiver les femmes et leurs conjoints. Bon. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Je me remets par ici. Je regarde. Je continue? Ok. Hop. J'ai trop loin quand même. Alors, s'approprier les notions d'addiction au tabac. Voilà, je suis passée très vite quand même sur la première partie parce que je pense que vous avez beaucoup de connaissances. Voilà, donc j'ai balayé assez rapidement. Les notions d'addiction au tabac. Donc, la dépendance, d'abord une définition, il y en a plusieurs. On va noter celle-ci, l'impossibilité de s'abstenir de consommer. C'est la perte de contrôle de l'usage d'une substance ou d'un comportement. Malgré le fait qu'on connaît ses conséquences, aussi bien négatives pour soi, sur sa santé, sur sa vie professionnelle, sa vie familiale, sociale, etc. Donc, effectivement, la dépendance, elle semble plus importante chez les femmes que chez les hommes. Les femmes sont tout autant désireuses d'arrêter de fumer, mais en même temps, on note qu'une motivation à l'arrêt, une confiance en soi serait plus faible. Le test de Fagerström, il serait plus élevé pour un tabagisme plus faible. On verra le test de Fagerström tout à l'heure, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent. C'est le test qui va nous permettre rapidement d'évaluer la dépendance physique. Le syndrome de sevrage serait plus marqué chez les femmes, avec plus de vulnérabilité psychologique, de sensibilité au stress, un syndrome dépressif plus fréquent également au sevrage et une adhésion au traitement qui serait moins bonne. Donc, le taux de sevrage, il est plus faible, on a 22% versus 31% chez les hommes à 6 mois, et cela malgré une substitution nicotinique plus dosée. Donc, à avoir à l'esprit que pour les femmes, on a plus de difficultés à arrêter de fumer. Alors, la fumée du tabac, il ne faudrait pas qu'il y ait confusion, et je pense que je le redis, non pas tellement pour vous, mais pour les femmes et pour les femmes enceintes, pour l'entourage. C'est que la fumée du tabac, elle contient des milliers de substances chimiques, ça c'est sûr. Certaines proviennent directement de la plante, mais d'autres sont ajoutées par les fabricants et puis d'autres encore sont engendrées par la combustion. Donc la nicotine, elle est responsable de la dépendance physique.
inhaler, hein, le fait qu'on inhale la fumée, on inhale la nicotine, elle a des effets sympathomimétiques hein, qui vont augmenter la fréquence cardiaque, la pression artérielle, et donc le travail cardiaque et la consommation d'oxygène. Le monoxyde de carbone, lui, il est responsable de l'hypoxie dans tous les organes, tous les tissus. Donc là, on est plus sur un risque cardiovasculaire, donc infarctus, AVC. Les goudrons, le benzène, la choléine, les hydrocarbures, donc là, ils ont plutôt une action cancérigène. Hein. Les goudrons, on va retenir l'action cancérigène du tabac avec modification des cellules épithéliales. Et l'acétol, le phénol, l'acide cyanhydrique, ce sont là des substances irritantes qui vont agresser les muqueuses et qui favorisent l'inflammation. On parle là de génotoxicité et des effets sur la reproduction. Voilà, alors ça paraît tout bête, mais je pense que c'était important dans le sens où il faut expliquer les choses simplement aux personnes. Donc, quand on va expliquer la dépendance physique, on va signaler que la nicotine, elle atteint vraiment le cerveau en quelques secondes. Hein. C'est vraiment, nous, on parle de shoot nicotinique. Et que la nicotine, c'est une substance très addictive, parmi les substances psychoactives les plus addictives. Hein. Il faut savoir qu'on a en premier la nicotine, ensuite, effectivement, ce sera beaucoup plus loin derrière l'alcool. La nicotine, elle se fixe sur les récepteurs nicotiniques. Elle va entraîner la libération de catécholamines, hein, dopamine, sérotonine, noradrénaline, qui va être à l'origine de la sensation temporaire. On a bien vu, hein, elle a une demi-vie courte, la nicotine. Donc là, de plaisir, de satisfaction. Hein, c'est le système de récompense. Donc cette dépendance physique, effectivement, elle est importante à expliquer à la personne. Donc on a dit une demi-vie courte, un effet shoot. Son métabolisme, c'est essentiellement hépatique hein, via le cytochrome P450 et donc sa transformation par le foie en cotinine. Métabolisme de la nicotine, il est augmenté chez la femme enceinte via l'augmentation de l'activité des cytochromes, du débit cardiaque, du volume de distribution. Ce qui entraîne une augmentation du symptôme de sevrage et donc de l'envie de fumer chez ces femmes, notamment chez ces femmes enceintes. C'est quelque chose à prendre en compte lors de la prescription des traitements de substitution nicotinique. Ça, c'est très important. Alors, la dépendance physique, on la nomme plutôt cigarette besoin. Hein, et on va parler de renforcement négatif, puisque c'est le manque en cas d'arrêt. Je ne peux pas fumer, je ressens des symptômes de manque, et donc je vais fumer pour éviter ces symptômes de manque. Renforcement négatif, les symptômes de manque, vous les connaissez, hein, c'est l'envie très forte de fumer, alors qui peut durer 2-3 minutes. On dit parfois que ça peut s'estomper en 2-3 minutes, il faut passer des caps. Irritabilité, nervosité, agitation, anxiété, colère, ça c'est vraiment quelque chose qui revient très très souvent. Sommeil perturbé, la baisse du moral, les sautes d'humeur, les troubles de la concentration, ça aussi c'est très souvent. Constipation, à expliquer également, et l'appétit augmenté. Voilà, donc la cigarette besoin, il y a aussi la cigarette réflexe. Donc, on parle de 3 dépendances dans le tabac. La dépendance comportementale, c'est vraiment la situation, le lieu, la personne hein, qui va déclencher la consommation automatique de la cigarette. Hein. Donc, la consommation réflexe, le besoin du geste, c'est une consommation conditionnée et on note souvent dans des situations conviviales cette dépendance comportementale là qui nous enquiquine bien. Et puis, la dernière des dépendances, la dépendance psychologique. Là, on parlera plutôt de renforcement positif puisque ce sont les effets psychoactifs de la nicotine qui vont faire que je fume. Voilà, donc elle est vraiment variable d'un individu à l'autre. On a vu hein, que chez la femme enceinte, effectivement, ça peut être un petit peu plus compliqué. On va le revoir ensuite. Donc variable d'un individu à l'autre. Et chaque fois que le fumeur utilise sa cigarette pour obtenir une réponse, soit à des émotions positives,
ou négative. Ça peut être je suis contente, je fume, ou je suis triste, je fume, pour l'ennui, le stress, se concentrer, se stimuler. Voilà. Donc le sujet va renforcer son accroche psychologique à la nicotine, au tabac, pas qu'à la nicotine, à la cigarette. Donc la particularité, hein, les particularités chez la femme enceinte, c'est ce changement statutaire, morphologique, psychique, c'est un grand bouleversement. Donc effectivement, hein, il y a cette ambivalence entre, bah oui, je me motive pour arrêter de fumer, mais c'est compliqué d'arrêter de fumer. Voilà, je ne me sentais pas forcément prête et maintenant, il faut que je le sois assez rapidement avec ce cycle de Prochaska qui est un peu accéléré. Je vais vous revenir sur le cycle de Prochaska tout à l'heure. Voilà, donc la motivation, c'est souvent le bébé. Donc une prise de conscience aussi de la dépendance. C'est vrai que chez ces femmes, on peut constater qu'elles voient que finalement, elles aimeraient arrêter et qu'elles n'y arrivent pas. Donc, beaucoup de culpabilité, la stigmatisation également, hein, l'image de la bonne mère hein, qui s'oppose à l'image de la femme enceinte fumeuse. Donc, cette culpabilité qui peut être aussi renforcée par l'entourage, le conjoint, même s'il est non-fumeur. Voilà, le bébé idéalisé, la grossesse, est-ce qu'elle est désirée? Est-ce qu'elle était prête à avoir cet enfant ou pas? Est-ce qu'elle a un environnement soutenant ou pas? Voilà, les conditions sociales, etc. Alors, le modèle transthéorique du changement, je vais passer aussi assez rapidement, mais en tout cas, Prochaska et Di Clemente qui avaient mis en évidence que le processus de changement, enfin, voilà, c'est un processus, le changement, qui va mettre plus ou moins de temps à s'accomplir. En effet, hein, quelqu'un qui fume et qui est dans le début de sa consommation, alors c'est valable pour tout changement, mais là on va parler d'addiction. Quelqu'un qui va consommer au départ sera, on va dire, le fumeur satisfait. On nomme ce stade-là de pré-contemplation. Et un fumeur satisfait, c'est vrai qu'on ne va pas s'adresser à lui de la même manière que quelqu'un qui va déjà être, voilà, qui va avoir conscience du problème, qui n'envisage pas forcément de changer, mais qui a déjà quand même conscience de sa consommation et du problème que ça peut engendrer, et puis ensuite de l'intention de changer. Voilà, donc tout ça pour vous dire que chez une femme enceinte, parfois, ben voilà, elle n'était pas tout à fait prête, et puis là, elle se retrouve un peu bousculée dans ce cycle. Et il faut qu'elle soit prête rapidement. Et nous, en tant que professionnels, on a tellement envie qu'ils soient prêts très rapidement que l'on peut aussi parfois un peu accélérer les choses dans notre discours, ce qui peut être aussi contre-productif. On verra ça tout à l'heure. Voilà, donc sans parler de cette étape de grossesse, on sait qu'un fumeur, par exemple, a besoin hein, de faire ce cycle-là 5 ou 6 fois avant d'arrêter complètement de fumer. Il va effectivement avoir cette intention de changer, ses expériences de changement, mais il va reprendre son comportement. Une moyenne, c'est 5 ou 6 fois pour arrêter complètement de fumer. La dépendance, le syndrome de sevrage, j'en ai parlé tout à l'heure, mais je voulais quand même vous faire voir cette slide-là qui me semble intéressante dans le sens où on a des notions de temps. Alors, à prendre bien sûr avec du recul, hein. Tout ça, c'est très personnel, mais ça nous donne quand même une petite idée que cette envie impérieuse de fumer, là, ce qu'on nomme nous en addiction le craving, c'est vraiment très très fort. Ça peut durer plus de 10 semaines. Les insomnies, l'humeur dysphorique dépressive, ça peut aller jusqu'à 4 semaines. On dit un peu moins de 4 semaines, mais 4 semaines, on va avoir ça à l'esprit. Difficulté de concentration, agitation, impatience, irritabilité, frustration, colère. Vous voyez, c'est quand même un mois. Et puis l'augmentation de l'appétit, qui, elle, dure aussi beaucoup plus dans le temps, avec une notion de 10 semaines. Alors, ce sont des signes de manque si la consommation ou la substitution nicotinique est insuffisante dans une démarche d'arrêt. Alors,
une attention quand même particulière aussi là, chez la femme enceinte, avec des syndromes de sevrage, on l'a dit, hein, plus marqués tout à l'heure, une augmentation de l'envie de fumer, la sensation de manque, hein, importante, et puis des vulnérabilités psychologiques aussi à explorer peut-être. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là? Je regarde discussion. Tout est clair? Je continue? OK. Donc, s'approprier les principes de l'intervention brève. Alors, c'est quoi l'intervention brève? Le repérage précoce et l'intervention brève, c'est un outil de prévention universelle, sélectif, ciblé à l'usage des professionnels. Mais quels professionnels? Donc, qui est-ce qui pourrait repérer? En fait, elle s'adresse à tous les professionnels qui ne sont pas nécessairement justement des professionnels du secteur de l'addictologie, mais tous les professionnels qui seraient en lien avec des fumeurs ou des fumeuses, des consommateurs. Le but et l'intérêt, c'est vraiment de provoquer une réflexion sur ces consommations. Et on nomme bien que si la patiente est prête, si le patient est prêt, provoquer un changement de consommation de substances psychoactives, et on est dans la réduction des risques et des dommages. Voilà le but. Quand repérer? Et là, c'est vrai qu'on parle plutôt de repérage systématique. Donc là, notamment auprès des femmes dès l'adolescence ou dans des situations à risque, hein, des signes cliniques, des situations opportunistes. Les situations opportunistes, ça peut être les visites préconceptionnelles. Hein. C'est l'entretien prénatal précoce, hein, qui sont des moments propices à l'arrêt. Mais effectivement, dans d'autres domaines, vous voyez bien, ça peut être dans du médico-social, ça peut être simplement lors d'échanges avec les personnes où on peut utiliser cet outil, le repérage précoce et l'intervention brève. Alors, poser systématiquement la question du statut tabagique, c'est ça, c'est repérer et retranscrire dans le dossier médical du patient effectivement le statut tabagique de la personne. C'est questionner l'entourage proche de la femme enceinte, c'est questionner sur les consommations en général de substances psychoactives associées. Et c'est vrai que souvent, il est quand même plus facile d'aborder cette question du tabac que en premier, la question peut-être qui pourrait me mettre plus mal à l'aise des autres consommations associées telles que alcool ou cannabis. C'est vraiment une porte d'entrée pour questionner la consommation de substances psychoactives, le tabac. Alors, l'objectif de l'intervention brève, ce serait vraiment ça, c'est d'amener la personne à s'approprier le fait que ces consommations posent problème. Déjà, dire qu'il ne va pas bien, là, on est vraiment sur une avancée majeure, un lien, une relation d'écoute, de confiance qui va pouvoir amener la personne à justement poser les choses. Donc, c'est provoquer une prise de conscience, inciter à un changement de comportement, c'est respecter bien sûr le choix de la personne. Et donc, ces interventions brèves, elles ont été élaborées il y a très longtemps, en 1980 déjà, par l'OMS. On avait des recommandations auprès des médecins généralistes pour, en moins de 10 minutes, faire une intervention auprès des patients. Voilà, et donc il y a eu toutes des études qui montrent l'efficacité. Donc, efficacité par rapport au coût, donc face à un problème de santé publique qui concerne le tabac, l'alcool et le cannabis. Mais en priorité, c'était dans les années 80 pour repérer la consommation d'alcool. Voilà. Et puis, ça s'est étendu aux produits psychoactifs et au comportement, puisqu'on peut faire du repérage, de l'intervention brève sur tous les comportements à risque. Voilà, donc même incomplète, même raccourci, une intervention brève peut être utile au patient, et je dirais surtout que c'est permettre à la personne d'exposer son souci, ses problèmes, et c'est tendre la main à la personne pour justement dialoguer au sujet des consommations de produits psychoactifs.
Et souvent, on a, hein, en tant que professionnel, parfois cette difficulté, ce manque de légitimité, cette peur d'être trop intrusif. Et souvent, quand on a cette discussion avec les personnes concernées, souvent elles nous remercient d'avoir eu un moment justement pour pouvoir discuter de ces consommations, puisque c'est une main tendue vers ensuite une prise en charge adaptée. Alors, le principe de l'intervention brève, c'est d'éviter les usages à risque en périnatalité. Et là, bien sûr, là encore, je ne vais pas vous apprendre grand-chose, mais c'est un discours qu'il faut effectivement retransmettre à toute personne. C'est que alcool, tabac, cannabis, c'est zéro alcool, zéro tabac, zéro cannabis pendant la grossesse. Et effectivement, dès l'arrêt de la contraception, puisqu'on a vu aussi le rôle délétère, hein, bien sûr, de ces consommations dans les premières semaines de consommation, de grossesse, pardon, avec des études récentes hein, qui identifient le rôle délétère de la consommation préconceptionnelle du géniteur. Donc, je vous ai mis le petit dossier là en référence parce que c'est très intéressant, mais on ne va pas rentrer dans ces sujets-là ce soir. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose de récent, en fait. Hein. On n'avait pas cette idée que, là encore, le géniteur il pouvait y avoir des conséquences délétères sur la consommation des géniteurs. Des outils validés de repérage en tabacologie. Quand on parle de repérage précoce et d'intervention brève, on a des outils pour rentrer en relation. Et donc, notamment, je vous ai parlé tout à l'heure du test de Fagerström simplifié. Alors, il est critiquable, hein, il n'est pas exhaustif et il mérite bien sûr voilà, de compléter l'entretien. Mais avec 2 questions, quand on est vraiment sur de l'intervention brève, hein, moins de 10 minutes, ça peut être déjà la possibilité d'évaluer la dépendance physique au tabac. Donc, je ne sais pas si tout ici vous le connaissez, mais en tout cas, combien de temps après vous vous êtes réveillé, vous fumez votre première cigarette ou vous avez envie de fumer votre première cigarette, puisque parfois aussi, et notamment chez les femmes enceintes, c'est pas si évident que ça de fumer sa première cigarette avec les nausées du matin. Mais il y a déjà cette envie et on se retient de fumer. Mais voilà, la question à poser, c'est combien de temps après vous vous êtes réveillé, vous avez envie de fumer votre première cigarette. Dans les 5 premières minutes, le score sera élevé à 3. Et puis, vous voyez que plus ça va, plus ça descend, jusqu'à 0 à plus d'1 heure. Hein. Combien de cigarettes vous fumez par jour en moyenne? Et là, c'est l'inverse. 10 ou moins, on a un score à 0. Et puis, plus ça va, plus ça monte. Le score, vous additionnez les deux et puis vous tombez sur un score qui va vous donner voilà, une interprétation. Entre 0 et 2, on est non ou peu dépendant. Et là, bien sûr, hein, ça mérite un peu plus d'entretien, je vous l'accorde. 3 et 4, dépendants. 5 et 6, très dépendants. C'est une manière aussi de pouvoir rentrer en relation, ces tests. Donc, on verra ça tout à l'heure. Le test de Fagerström simplifié, le test de Horn. Alors, il faut un peu plus de temps, mais il est intéressant parce que c'est, là encore, pour une prise de conscience, de compréhension de la part de la femme ou de la personne qui fume. Sur voilà, qu'est-ce qui fait que les facteurs hein, qui poussent la personne à fumer. Est-ce qu'on est plus dans le plaisir du geste? Est-ce qu'on est plus sur la relaxation? Et là, donc, on va balayer les 3 dépendances dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, avec une interprétation du résultat sur voilà, un total de plus de 10 sur une ligne indique une raison qui vous pousse à fumer. Voilà, là encore, hein, une base de travail pour voir où est-ce qu'on doit agir en priorité pour arrêter de fumer. Donc, un test Horn assez intéressant à mon sens.
Il y a l'évaluation de la motivation à l'arrêt. Là encore, je vous donne ces questionnaires qui sont, voilà, ça sera selon la consultation et bien sûr à adapter à votre entretien. Est-ce que vous pensez que dans 6 mois, vous fumerez toujours, vous aurez diminué, vous aurez beaucoup diminué? Voilà, et vous avez un score, là encore, hein, qui est relatif à la question avec pas du tout un peu, beaucoup, énormément, là encore. Envie d'arrêter de fumer énormément, vous serez à 3, pas du tout, vous serez à 0. Bon. Et puis, la question dans un délai un peu plus court de 4 semaines, est-ce que vous fumerez toujours? Vous aurez un peu diminué, etc. Et vous arrive-t-il de ne pas être content ou contente de fumer? Jamais, quelquefois, souvent, très souvent. On voit bien sûr que là, jamais on est à 0. Et donc, moins de 6 points, on a une motivation insuffisante, une motivation moyenne entre 6 et 12, et plus de 12 points, bonne ou très bonne motivation. C'est pas pour ça que tout est foutu, puisqu'on a l'entretien motivationnel qui peut, voilà, regarder un petit peu cette ambivalence et puis travailler le discours changement pour aller vers une motivation à l'arrêt du tabac. Mais ça vous donne à l'instant T le reflet de ce qui se passe pour la personne. Je voulais aussi vous présenter le test HAD et qui est peut-être moins connu. Alors, les tabacologues connaissent bien, mais le test HAD, c'est un questionnaire qui a vraiment comme but d'évaluer les troubles anxio-dépressifs. Et on a vu que c'était important de les évaluer par rapport au sevrage tabagique. Et donc, sur les questions, il y a des questions qui vont être relatives à l'anxiété et d'autres à la dépression. Donc, ce test-là, il se lit, alors vous avez ici l'interprétation. Quand on additionne les points des réponses des questions 1, 3, 5, donc j'allais dire impair, voilà, je cherchais mon mot. Vous avez donc le résultat du score anxieux et puis les réponses paires qui vont vous donner la probabilité de dépression si le score est supérieur à 10. Voilà. Je ne sais pas si j'étais très claire, mais ce test-là, en consultation de tabacologie, moi j'aimais bien le faire au tout début, à la première consultation, pour avoir, je vous dis, une image à l'instant T de vraiment cette anxiété et ce risque d'anxiété et de dépression chez la personne. Et puis, je le refaisais à distance pour pouvoir surveiller, parce que c'est quand même très important de réagir en cas de dépression et d'anxiété majorée. C'est l'intérêt aussi, bien sûr, des consultations pluridisciplinaires et quand c'est un peu plus compliqué, bien sûr, d'orienter la personne vers ces consultations-là. Alors, je regarde l'heure. Voilà. Je vous présente peut-être quelque chose que vous connaissez aussi, le questionnaire GEGA. Et donc, le questionnaire GEGA qui est diffusé principalement, mais peut-être je peux me tromper, dans les structures sanitaires, cliniques ou hôpitaux. Et en tout cas, c'est un questionnaire qui va balayer en fait vraiment beaucoup de domaines. C'est pour ça qu'il est intéressant. Donc, bien sûr, il y a la question du tabac, mais il y a aussi voilà, la question d'autres substances. Il y a aussi l'évaluation de l'environnement social, comment se sent la personne, est-ce qu'elle a, après l'accouchement par exemple, est-ce qu'elle sera seule, est-ce qu'elle a un entourage, son environnement, voilà. Donc c'est quand même très intéressant ce questionnaire-là. Bien sûr, quand on le transmet, il faut bien sûr des préalables, c'est-à-dire des personnes ressources, des personnes qui répondent aux questions de ces femmes-là, et puis bien sûr une prise en charge, vraiment s'il y a des réponses positives qui doit être organisée. Donc voilà, je vous le présente parce qu'il est très très intéressant, je ne sais pas si vous le connaissez toutes, mais en tout cas, voilà, ça se met en place, il y a des préalables pour le mettre en place. Voilà dans les outils de repérage.
Est-ce qu'il y a des questions là sur les outils? Alors, je continue. Je vais vous donner un exemple de trame d'intervention. Vous allez pouvoir en trouver d'autres. Il y a la trame d'intervention de l'HAS et du RESPAD que je vous présente en fait. C'est celle-ci que j'ai choisie. Vous avez peut-être entendu parler de la trame qui s'appelle FRAM. En même temps, c'est vraiment les mêmes items que l'on va retrouver. C'est questionner l'usage. Voilà, en 7 points, questionner l'usage, proposer un questionnaire d'évaluation. C'est pour ça que je vous ai présenté ces questionnaires, c'est que c'est un moyen d'entrer aussi en relation. Restituer le score du repérage. Vous allez restituer le score et puis demander à la personne ce qu'elle en pense en fait de ce score. Vous allez pouvoir expliquer la dépendance. Alors, effectivement, avant d'expliquer la dépendance, moi j'aurais tendance à dire demander s'il y a besoin d'informations, quelles informations elles ont, les personnes, avant de donner des informations comme ça toutes faites. C'est bon de voir un petit peu où elles en sont et ajuster nos informations. Là, on est déjà dans des postures professionnelles. Rechercher pour et avec la personne l'intérêt de l'arrêt ou la réduction de la consommation, exposer les méthodes utilisables pour arrêter ou réduire sa consommation, proposer des objectifs, laisser le choix, j'insiste sur laisser le choix, et donner la possibilité de réévaluer et ou être en mesure d'orienter. Voilà, ce sont des choses, des trames qui existent et vraiment qu'il faut vous approprier. On ne dit pas qu'il faut faire exactement comme ça, mais c'est une sorte de checklist. Voilà. Adopter une posture professionnelle facilitant le dialogue. Donc, effectivement, dans l'intervention brève, ce n'est pas parce qu'on va rapidement, on n'a que 5 minutes, qu'on doit être trop directif. Même si je vous l'accorde, le RPIB est plus directif, ce n'est pas de l'entretien motivationnel. On a malgré tout des outils que l'on peut utiliser de la posture de la relation d'aide, de l'entretien motivationnel, parce que c'est vrai que je suis formée à l'EM, donc je vous parle de l'entretien motivationnel, mais l'éducation thérapeutique, voilà, la relation d'aide, ça vous parle aussi. Voilà, donc cette slide de Piem qui, je pense, est très claire. Et effectivement, on parle d'impasse relationnelle et de réflexe correcteur. Et c'est vrai qu'en tant que professionnel, et notamment, je pense à vous, c'est vrai quand on était en consultation, la femme enceinte, on a envie qu'elle aille vite. Et du coup, on a parfois aussi, peut-être encore plus, ce réflexe correcteur qui peut se manifester. Alors, les impasses relationnelles, c'est ordonner, alarmer, mettre en garde, menacer, faire des suggestions aussi à la place de, voilà, la personne n'a pas eu le temps de réfléchir, vous lui donnez une solution toute faite. Ça part d'un bon sentiment, ce n'est pas le souci, mais voilà, ça peut être contre-productif de démontrer, d'argumenter, d'enseigner. Vous avez moralisé, jugé, étiqueté, bref. Voilà, les impasses relationnelles et le réflexe correcteur. Et je dirais que même prévenu, il est bon de se surveiller parce qu'on peut très vite retomber dans ce réflexe correcteur. Voilà, pour que la patiente envisage un changement de comportement, elle doit, ça c'est très important et notamment en addictologie, avoir confiance en sa capacité de changer. En addicto, vraiment, l'estime de soi est vraiment mise à mal. Donc, valoriser, redonner cette confiance en la personne, c'est vraiment très important. Et donc, motiver à modifier son comportement, pour être motivé, il faut que ce soit effectivement une motivation personnelle. Donc, le changement ne se prescrit pas. Et donc, je vous présente la balance décisionnelle. La balance décisionnelle, c'est vraiment quand l'ambivalence, là, elle est présente, c'est-à-dire que j'aimerais bien arrêter de fumer, mais la présence du mais vous montre l'ambivalence. Il y a toujours des bénéfices à la consommation.
ne serait-ce que le plaisir. On a bien vu que c'était le système de récompense là, qui était mis en jeu. Donc, il y a le plaisir, la gestion du stress, éviter l'ennui. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est très personnel, mais si vous interrogez un peu les bénéfices à fumer chez les personnes, elles vont vous donner des choses bien différentes selon les personnes, mais il y aura toujours des bénéfices. Il peut y avoir des inconvénients. Selon là où on en est sur ce processus, le stade de changement de Prochaska et di Clemente, on peut voir un petit peu avec la personne s'il y a des inconvénients à fumer. Est-ce que c'est la prise de risque? Et là, souvent, les mamans, les papas, ils savent très, très bien qu'il y a des risques à continuer à fumer pendant la grossesse. Voilà. La culpabilité, ça peut être vraiment un inconvénient aussi à continuer à fumer. Les troubles relationnels, justement, ces conflits-là qui peuvent être présents avec les proches par rapport à la grossesse, l'odeur, le prix. Ce qui est aussi intéressant à explorer, c'est les inconvénients à arrêter de fumer. C'est vrai qu'il peut y avoir des inconvénients pour la personne, c'est aussi la peur de ne pas y arriver, la peur de stresser son bébé. On a souvent entendu qu'il valait peut-être mieux fumer 1 ou 2 cigarettes que de stresser son bébé. On l'entend encore malheureusement. Donc, bien que tout ça soit extrêmement faux, il y a des choses qui persistent encore, de l'intox qui persiste, la peur du manque, la peur de la prise de poids, etc. Là encore, explorer les inconvénients, poser cette question, est-ce que vous avez des craintes à l'arrêt du tabac? C'est très important de les nommer parce que vous allez pouvoir peut-être y répondre. Les bénéfices à l'arrêt, et donc je vais dans ce sens-là parce que finalement, quand on mène un entretien, si on termine sur l'exploration des bénéfices à l'arrêt, vous voyez que c'est une petite technique qui est positive. On va mettre là les bénéfices en avant. On va mettre toutes les chances de son côté par rapport au projet de grossesse, préserver la santé de son bébé, on va faire des économies, on va sentir bon, voilà, on aura une plus jolie peau, etc. Voilà, donc vous terminez sur des bénéfices à l'arrêt. J'insiste donc sur le j'arrête de fumer, c'est ma motivation. On va chercher la motivation de la personne et pas celle du professionnel, même si on en a beaucoup, nous, des motivations à l'arrêt du tabac. L'essentiel de créer un échange partenarial, alors voilà, le respect des grands principes que vous avez déjà, l'écoute, la confidentialité, l'empathie, la bienveillance, bien sûr. L'absence de jugement, j'ai mis plutôt le jugement mis de côté parce que parfois, c'est pas toujours simple non plus. Donc, on va mettre de côté son jugement. Et puis, on va éviter la confrontation et donc ce réflexe correcteur dont je vous ai parlé tout à l'heure, on va se surveiller en ce sens-là. Il y a des outils qui facilitent le dialogue. Demander la permission d'aborder le sujet, demander la permission de fournir des renseignements, des informations, des conseils aussi, pourquoi pas, et demander en retour à la personne ce qu'elle va faire de tout ça, de ses conseils, de ses recommandations. Poser la question en ce sens-là. Poser des questions ouvertes qui permettent vraiment l'élaboration, le dialogue, des reflets, la reformulation peut-être, vous connaissez peut-être plus ces termes-là, et puis la valorisation, je vous ai dit, n'hésitez pas à valoriser le processus, le fait de se renseigner, d'avoir eu des expériences, de prendre le temps d'en parler, ne serait-ce que d'accepter de parler de ses consommations. Voilà, valoriser le processus, c'est pas faire des compliments sur la personne, parce que là, on serait plus dans du jugement, mais valoriser le processus. Ce serait quoi une posture professionnelle adaptée? Ça, c'est une question que le professionnel pourra se poser. Quel est le niveau de confort relationnel, d'ouverture, justement, à me parler? Je donne à la personne comment je suis aidant et soutenant, dans quelle mesure je comprends ce qui préoccupe la patiente, à quel point moi je sens que c'est une relation de partenariat, de collaboration, un climat d'acceptation qui est en train de s'installer. Pourquoi une personne changerait ou souhaiterait changer, puisqu'on sait très bien que changer, ce n'est pas si facile. Et pourquoi elle s'engagerait justement dans ce processus de changement. Voilà, donc quelques questions quand on peut se poser, nous, en tant que professionnels, sur l'entretien, comment ça se déroule. Voilà.
Donc, créer un climat de confiance, l'écoute réflective, c'est Thomas Gordon qui nous montre ça, que effectivement l'outil reflet est vraiment quelque chose d'important. Effectivement, il y a ce que la personne va vous dire, il y a les mots qu'entend l'intervenant, il y a ce que l'intervenant pense que la personne a voulu dire et ce que la personne a voulu dire. Donc, vous voyez, il peut y avoir une distorsion et c'est important justement de refléter les mots, les phrases, de l'intention de la personne pour comprendre son interlocuteur, pour lui donner des signes de compréhension, d'écoute, d'établir une relation justement de confiance, constructive, positive, et puis éviter l'interprétation. Voilà, donc l'écoute réflective, ça peut être le simple reflet. Alors effectivement, on n'abuse pas du reflet simple parce que ça fait un peu trop perroquet, donc au bout d'un moment, ça n'est pas constructif. Mais en tout cas, de temps en temps, voilà, on peut reprendre littéralement la phrase. Si la personne vous dit « je ne peux pas continuer comme ça », vous pouvez répéter « ce n'est pas une question, c'est une affirmation, vous ne pouvez plus continuer comme ça ». Ou ce n'est plus possible pour vous de continuer comme ça. Vous voyez bien que là, la personne va rebondir, elle va compléter ses propos. Ça peut être simplement répéter la fin de la phrase comme ça, en laissant vraiment l'intonation de la phrase affirmative, où vous voulez dire que vous ne voulez plus continuer comme ça. Et donc, la personne va reprendre ses propos et élaborer. L'écoute réflective, c'est aussi les reflets complexes. Là, c'est un petit peu plus élaboré. On a le reflet de sentiment qui va surévaluer ou sous-évaluer. Et du coup, là, vous restituez des émotions. Vous êtes à bout, vous n'en pouvez plus. Là, vous allez voir comment va réagir la personne. On peut prolonger l'idée. Il est temps que quelque chose change dans votre vie. Là, vous mettez un pas en avant sur le changement. Vous voyez, on est dans un discours, on va promouvoir, engager quelque part un peu le changement. Et puis, il y a les doubles reflets. Donc là, c'est un petit peu plus d'exercice. D'une part, c'est difficile de changer et en même temps, vous sentez que les choses ne peuvent pas rester comme ça. Voilà, donc si vous reflétez, c'est un outil quand même très intéressant dans l'entretien qui vous permet d'ajuster les propos et puis de diriger un peu l'entretien vers là où vous voulez aller, le changement. Encourager la personne à s'exprimer, c'est des questions ouvertes. C'est vrai que parfois, on a un recueil de données, donc les questions fermées avec des choses très précises qui sont utiles. Et puis, si on veut encourager la personne à s'exprimer, on va aussi pouvoir utiliser plus des questions ouvertes. Par exemple, vous connaissez les risques de continuer à fumer pendant votre grossesse ? Comment est-ce qu'on pourrait ouvrir ces questions pour donner plus de latitude à la personne? Alors moi, je peux vous proposer, voilà, quels avantages verriez-vous à arrêter de fumer pendant votre grossesse? Ou vous ne vous sentez pas capable d'arrêter de fumer? Si on la transforme en question ouverte, ça pourrait être « de quoi auriez-vous besoin pour arrêter de fumer ?» Vous voyez, c'est quand même donner beaucoup plus de latitude à la personne pour qu'elle vous réponde. Alors, quelques exemples de dialogue. Voilà, on est sur un intervenant qui peut proposer, avec l'accord de la personne, de discuter de sa consommation de tabac. Donc là, on est sur un savoir-être, un savoir-faire. C'est-à-dire que, voilà, seriez-vous d'accord pour aborder ensemble la question du tabac? Vous demandez la permission. Me permettez-vous de discuter de votre consommation de tabac? Voilà. On peut ensuite proposer de faire un test de repérage, c'est-à-dire, voilà, je peux vous proposer d'évaluer votre dépendance au tabac à l'aide d'un test très rapide. Est-ce que vous seriez d'accord? Ça peut être, voilà, seriez-vous d'accord pour répondre à 2 questions qui permettent d'évaluer votre dépendance à la nicotine? Donc là, je fais référence au test de Fagerström, par exemple. L'inviter à partager les résultats du test. C'est que pensez-vous du résultat? Avez-vous une idée de ce que ce résultat semble nous indiquer? Donc là, vous engagez le dialogue, vous donnez la parole à la personne.
D'après ce test, votre consommation de tabac semble indiquer que c'est un besoin absolu pour vous de fumer. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Alors, mener un entretien, donc je vais répéter, hein, refléter, résumer, encourager, résumer ce qui a été dit au cours de la rencontre, c'est redéfinir ce qui fait problème, intérêt de changer pour la personne, sa situation, son projet, sa grossesse, reformuler ce qu'elle a prévu hein, pour diminuer les risques, changer de comportement, proposer une aide au sevrage tabagique, refaire le point lors d'une prochaine rencontre et si vous signifiez que vous êtes disponible, vous pouvez aussi donner une documentation. Voilà ce qu'est vraiment le repérage et l'intervention brève. Donc, par contre, si la personne ne souhaite pas discuter de ce sujet, c'est vrai qu'on peut être vraiment là dans la pré-intention, la personne ne se sent pas concernée ou en tout cas, voilà, ce n'est pas le moment. Bien sûr, on ne va pas confronter la personne, hein, on repense à ces impasses relationnelles, on va rester disponible, on reste ouvert pour en reparler si besoin et on va proposer une information uniquement si vous sentez que c'est possible et sinon on revoit plus tard. Voilà, donc je respecte votre choix. L'important pour moi est de répondre à un besoin d'information. Vous jugez que ce n'est pas le bon moment, je comprends. Je reste disponible pour en reparler. N'hésitez pas à revenir vers moi si besoin. Je serai là pour vous donner de l'information, vous soutenir, vous accompagner. Je peux vous remettre un document si vous souhaitez vous informer un peu plus tard, voilà, avec de la documentation. Ce sont des exemples. Hein. Est-ce que ça va toujours de votre côté? Est-ce qu'il y a des questions? J'avance du coup. Je ne vois pas dans la discussion. Bien. Alors, dans la discussion, il y a 2 questions. Il y en a une, c'est est-ce que les diapos seront possibles à avoir pour les participantes? Et peut-on facilement utiliser le questionnaire GEGA dans nos cabinets libéraux? Alors, le questionnaire GEGA, c'est ça, c'est qu'il faut quand même, une fois que la réponse, que la réponse est positive à un item, il faut pouvoir y répondre. C'est vrai que c'est très délétère de repérer quelque chose et de ne pas pouvoir répondre. Donc, il faut avoir un tissu de partenaires, une orientation possible. Voilà. Et la question, peut-on avoir les diapos? Oui, vous les aurez. Je peux vous les remettre sans problème. Il y avait d'autres questions parce que je lis juste ça. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à vos questions ou s'il y en a d'autres. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Il y avait ces 2-là. Okay. Alors, je continue sur le recensement des outils d'aide au sevrage tabagique. Je suis encore dans les temps, mais il faut que je me dépêche. Alors, les aides au sevrage tabagique, on va notamment parler de ceux validés par la Haute Autorité de Santé. Ce sont les traitements médicamenteux. Alors là, les substituts nicotiniques, parce qu'ils sont faciles d'utilisation, adaptés au sevrage et à la réduction de la consommation, il n'y a pas de contre-indication, même dans la grossesse, pendant la grossesse. Absolument pas, malgré le pictogramme qui nous enquiquine bien. Et d'ailleurs, voilà, c'est embêtant parce que tout le monde n'est pas formé à la tabacologie et donc ça crée des soucis. Mais les substituts nicotiniques, voilà, c'est le traitement de première intention. Le Champix, la varenicline, qui est un agoniste partiel des récepteurs nicotiniques, il est contre-indiqué pendant la grossesse et l'allaitement, tout comme le Ziban, qui est une amphétamine en fait, hein, qui n'était pas destinée finalement au sevrage tabagique en première intention, mais qui a été utilisé aussi, qui peut être utilisé, mais en tout cas absolument pas pendant la grossesse et l'allaitement. Voilà. Donc, ce médicament, le Champix, la varenicline, est actuellement, en tout cas jusqu'à récemment, je n'ai pas été là aux nouvelles très, très dernièrement, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il était en rupture de stock, on n'arrivait pas à s'en fournir. Il est remboursable à 65% par l'assurance maladie, tout comme les substituts nicotiniques, mais lui, ce serait plutôt en deuxième intention, hein, quand c'est prescrit en seconde intention après l'échec des stratégies comprenant des substituts nicotiniques, voilà, avec des fumeurs fortement dépendants. Donc, on va rester sur les substituts nicotiniques. Les autres méthodes qui sont validées hein, par la Haute Autorité de Santé, ce sont les TCC.
thérapies brèves, les entretiens motivationnels, les consultations d'aide au sevrage tabagique avec une prise en charge pluridisciplinaire, c'est vrai que c'est l'idéal, et puis Tabac Info Service, la plateforme téléphonique, les applications, voilà. On va revoir aussi les dispositifs ensuite. C'est vraiment les méthodes validées. Ensuite, vous avez des autres méthodes qui ne sont pas validées par les autres autorités de santé, mais qui restent tout à fait valables, hein. La cohérence cardiaque, la relaxation. Alors, la cohérence cardiaque, peut-être il faut que j'explique très vite, c'est une façon de caler sa respiration, voilà, sur un rythme pour diminuer le rythme cardiaque. Donc, je fais très vite. La relaxation, le yoga, la sophrologie, la méditation, l'activité physique adaptée, ce sont des autres méthodes qui viennent compléter et qui sont très intéressantes dans l'aide au sevrage tabac. Les traitements de substitution nicotinique, voilà, une petite photo de ces substituts nicotiniques. Vous avez deux formes, les formes transdermiques, les patchs qui diffusent lentement la nicotine, et puis les formes orales avec le spray buccal qui est le plus rapide d'action, hein. En moins d'une minute, il agit. Alors, je voulais aussi évoquer la vape, puisque la vape, effectivement, maintenant, on a les recommandations, les dernières recommandations du Haut Conseil de la santé publique qui contre-indiqueraient en fait la vape chez les femmes enceintes. C'est pas contre-indiqué, qui ne recommande pas la vape chez la femme enceinte. Cela dit, qu'est-ce qu'on peut dire de la vape? C'est qu'il n'y a pas de combustion. Pas de combustion parce que c'est du chauffage, donc il n'y a pas d'émanation de goudron ni de monoxyde de carbone. Et on sait combien c'est important qu'il n'y ait pas ni de goudron ni de monoxyde de carbone. Voilà. C'est de la vapeur. La vapeur, il y a effectivement des acroléides. On a vu tout à l'heure, acroléines, ce sont des irritants, ainsi que les formaldéhydes et les acétaldéhydes. Donc, voilà, les deux e-liquides, c'est du glycérol et du propylène glycol qu'il y a dans ces e-liquides. Donc, sous forme de traces, vous avez des irritants. Et puis, vous avez plus ou moins de nicotine. La nicotine, ça va de 0 mg quand on ne met pas de nicotine, ce qui n'est absolument pas intéressant dans le cadre de la dépendance physique. Là, on serait sur de la gestuelle. Quand on a une dépendance physique, bien sûr qu'on va mettre de la nicotine dans les e-liquides et ça va de 6 mg à 18-20 mg par millilitre. Le Haut Conseil de la santé publique nous nomme quand même que les effets sur la santé à long terme sont insuffisamment connus. Donc, il faut être prudent, que les données actuelles sont peu concluantes par rapport à l'efficacité comme outil d'aide au sevrage, par rapport aux traitements validés, que sont justement ceux que je vous ai cités tout à l'heure. Et donc, ça nécessite des recherches supplémentaires par rapport à la vape. Voilà. Donc, on peut dire qu'en usage exclusif, c'est un outil de réduction des risques. Effectivement, il n'est pas recommandé chez la femme enceinte. En même temps, voilà, quelqu'un qui vient vous voir, qui vape, qui a complètement arrêté de fumer, je pense qu'il faut prendre le temps de discuter, voir effectivement si on peut utiliser des substituts nicotiniques, mais de bien faire attention qu'elle ne rebascule pas dans la consommation de tabac en arrêtant de vapoter. Ce serait vraiment contre-productif. Donc voilà, c'est toujours un peu touchy cette histoire de vape. Les dispositifs existants pour l'aide au sevrage tabagique, donc vous avez les dispositifs en ligne, ce qui est nommé comme validé le soutien téléphonique ligne tabac info service 3989, les outils d'autosupport. Donc voilà le site de Tabac Info Service avec les applications pour smartphone. Vous avez d'autres services, mais attention, qui sont plus ou moins payants. Il y a plusieurs applications. Il y a des groupes d'entraide sur les réseaux sociaux. Je vais vous citer Je ne fume plus, qui est un groupe très sécurisant, dont la présidente est une psychologue, tabacologue et père aidante. Donc, c'est une plateforme en fait qui peut être utile aussi pour la formation des professionnels. On a une mine d'informations sur cette plateforme qui s'appelle Top Spirit. Donc, si vous allez sur Je ne fume plus, vous avez le côté
voilà, patients, hein. Donc là, c'est vraiment un réseau social qui permet aux usagers de rejoindre d'autres personnes avec une tabacologue et puis comment on appelle ça, des modérateurs qui surveillent bien sûr ce réseau. Et puis les habitants Pays de la Loire, là c'est le Tabac Info Service, Facebook Tabac Info Service, qui réunit sur Facebook des habitants du Pays de la Loire. Même principe, hein, on est sur de la motivation, de l'entraide, de l'encouragement à l'arrêt du tabac. On parle d'orientation possible quand la personne est volontaire et préparée, et je parle d'orientation quand on a souvent des co-addiction. Si la personne volontaire est préparée et si l'intervenant lui a bien expliqué l'intérêt de cette orientation et de ses objectifs, donc bien sûr l'accord de la personne et savoir orienter, voilà, selon les comorbidités, les différents dispositifs sont complémentaires et doivent s'articuler ensemble. Vous avez bien sûr le premier recours, donc vous effectivement, hein, en tant que sage-femme libérale par exemple, vous avez aussi les médecins généralistes. En fait, tous les prescripteurs de traitements nicotiniques, je dirais formés, les pharmaciens, là encore, il faut parfois faire du lien, hein, ne pas hésiter à faire le lien entre professionnels. On n'a pas tous le même niveau d'information. Les dispositifs médico-sociaux, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, des centres de soins et d'accompagnement et de prévention des addictions. Donc ça, ce sont des XAPA qui prennent en charge les personnes avec des comorbidités, avec des dépendances. Et puis la consultation jeune consommateur, la CJC, qui est souvent adossée au XAPA d'ailleurs. Donc là, dispositifs médico-sociaux et bien sûr, vous avez les dispositifs sanitaires avec des consultations de tabacologie au sein des services hospitaliers tels que l'hôpital mère-enfant, par exemple sur Nantes, des cliniques, bien sûr, qui ont aussi cette possibilité de consultation pluriprofessionnelle, des consultations d'addictologie et un petit mot sur les équipes de liaison et de soins en addictologie, les ELSA. Qui ont été créés il n'y a pas très très longtemps, hein, en fait ça fait une dizaine d'années je crois, 1996, ça fait un peu plus quand même, et qui ont comme mission d'aller en soutien aux professionnels des services, d'aller au lit du patient, entre guillemets, et de repérer et d'orienter les personnes qui auraient des troubles d'addiction. Je vous ai mis les ressources en tabacologie en lien ici sur le site de la SRAE. Vous avez aussi sur le site de Tabac Info Service ces annuaires de tabacologie disponibles. Et puis, bien sûr, aussi les consultations d'addicto. S'informer, se former, je vous laisse des liens sur le groupe d'études de grossesse et addiction qui justement présente le questionnaire GEGA. Donc, si vous avez d'autres questions par rapport à ce questionnaire-là, ben voilà, vous avez le lien là. Le DU de périnatalité qui effectivement, malheureusement, n'est pas là sur Nantes cette année, qui a été un peu déporté. Mais en tout cas, si vous voulez vous former, il y a un DU de périnatalité et je vous ai mis le lien là. Le réseau sécurité naissance, je crois que vous connaissez ça par cœur. Naître et grandir ensemble. Vous avez le site de l'ASRA avec les formations que l'on peut, dans notre catalogue, que l'on peut proposer, des outils. Vous avez les référentiels, vous avez tout ce qui est protocole, vous avez également les tests de repérage, par exemple, et puis les annuaires. Je vous ai mis le lien sur le colloque qui a eu lieu, qui était co-organisé avec l'ARS, l'association Addiction France et l'ASRAE sur le colloque Femmes et Tabac qui a eu lieu le 20 juin 2022 à Angers.
Le lien aussi vers le site professionnel de Tabac Info Service, où vous avez une mine d'informations. Vous voyez, je m'informe, je dépige, je conseille, vraiment beaucoup de fiches et de documents que vous pouvez télécharger et imprimer. Un webinaire sur les tracas du sevrage à l'occasion du mois sans tabac, avec le lien ici. Le Coréade, je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'est un peu l'équivalent de l'ASRAE, mais sur la Nouvelle-Aquitaine, avec également des rendez-vous très intéressants en replay ou même à l'inscription tous les mois. Un replay aussi là qui avait été délivré en 2021 sur les modalités de sevrage tabac en 2021. Le lien vers le CRES-PACA. Là encore un réseau, l'assurance maladie, la haute autorité de santé, avec bien sûr les conseils pour l'arrêt de la consommation du dépistage au maintien de l'abstinence. Un autre document fait par la Fédération Addiction sur la vape. Et puis le RESPAD, les outils du RESPAD, d'aller voir un petit peu sur ce site-là également, où vous avez notamment la prévention du tabagisme et l'accompagnement au sevrage chez la femme. Je l'ai peut-être là aussi à vous montrer. Je vous montrerai ça, mais en tout cas, un petit livret destiné uniquement à la prise en charge des femmes qui est très intéressant à lire. Sur YouTube, vous avez Cindy et Rosemary. Là, ce serait plus pour des personnes qui auraient la possibilité de faire passer une petite vidéo dans une salle d'attente, etc. Et puis, Intervenir Addiction avec un portail de vidéos sur le RPIB, voilà, qui vous donne un petit peu des exemples de RPIB. Et notamment, il y a un exemple auprès des sages-femmes. Voilà, c'était un peu marathon peut-être, mais je suis dans les temps. Je vais arrêter de partager et je vais vous retrouver. Voilà. Alors, il y a 3 petites questions. Alors, il me semble qu'il y a une petite quantité d'alcool présente dans les sprays buccales, donc CI pendant la grossesse. Tout à fait, tout à fait. Exactement. Pendant la grossesse, ce serait préférable d'utiliser d'autres substituts nicotiniques. Ce qui est difficile, c'est de trouver le substitut qui va correspondre. En fait, c'est pour ça que c'est bien de les proposer, d'en proposer plusieurs et la personne va choisir. Mais effectivement, le spray buccal pendant la grossesse, c'est pas forcément indiqué. Là, ça c'est vrai. Après, voilà, c'est la possibilité d'avoir les petits comprimés qui agissent assez rapidement. L'inhaleur qui est intéressant, mais qui n'est pas remboursé, qui n'est toujours pas pris en charge. Sinon, tous les autres substituts nicotiniques oraux, les principaux sont quand même remboursés à 65%. Et puis, les patchs également. Ouais. Ok, très bien. Une autre question. Donc, on peut autoriser la poursuite du vapotage pendant la grossesse si on ne souhaite pas arrêter pour éviter le risque de reprise du tabac. Voilà, c'est cette discussion-là qu'il faut avoir en nommant que nous, en tant que professionnels de santé, on ne peut pas recommander la vape. Ça, c'est quelque chose, je pense, que l'on peut nommer, qu'on ne peut pas la recommander. En revanche, rassurer sur le fait quand même que c'est beaucoup moins nocif que le tabac, surtout sur une période brève. Et moi, j'insisterai là-dessus, c'est que voilà, durant ces mois-là, 9 mois, on peut considérer quand même que c'est un temps relativement court. Il y a quand même pas photo entre la vape et les toxiques du tabac, quoi. Donc, c'est toujours dérangeant parce que, bien sûr, les recommandations sont qu'on ne peut pas proposer comme aide au sevrage tabagique la vape. Maintenant, si la personne vous demande et vous dit ben, « moi, il n'y a qu'avec ça que je ne peux pas fumer », voilà, en son âme et conscience, je pense que quand même, il vaut mieux vapoter que fumer. Voilà. Avec ce discours que l'arrêt complet de la vape est recommandé dans un laps de temps suffisamment court. Voilà, quelque chose comme ça. Je m'en sortirai comme ça. Une dernière question. Est-ce que la SRAE propose une formation à la prescription de TMS ? Oui.
Oui, effectivement. Alors, vous aurez sur le lien que je vous ai mis, formation, vous aurez les formations proposées. Et dans le cadre du mois sans tabac, on en ajoute toujours. Là, récemment, justement, j'ai eu un webinaire, mais par contre, il n'a pas été enregistré. Donc, je vais pas pouvoir vous le soumettre. Voilà. Donc après, si c'est pareil, par exemple, au sein de l'URPS, hein, si vous êtes nombreuses à vouloir une formation sur la prescription des substituts, on peut faire aussi, comme ce soir, pourquoi pas, un webinaire ou en présentiel. Voilà, je suis ouverte à toute proposition à partir du moment où il y a un groupe suffisamment conséquent. Ok, très bien, super. Mm. Et après, il y a des merci, que c'était très clair. Ah bon, tant mieux. Ok. Bien, voilà, juste 22h01. Je pense qu'on va pouvoir clore du coup. Très bien, merci. Je me permets de prendre la parole. Bien Merci sûr. beaucoup. Je confirme que c'était clair et très D'accord. intéressant. Ok. On reviendra vers alors toutes les inscrites, puisque j'ai constaté en effet qu'il n'y avait pas d'hommes, pour évaluation. Voilà un retour. Bien sûr. On va préparer ça. Hein? Et vous me partagerez. Oui, avec plaisir. Merci. Ok. Voilà, je reste à dispo. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous.